Bienvenue dans ce 4e épisode de Les Clés du Maroc. Aujourd'hui, je suis à Tanger avec Tayeb Badawi, directeur général de Hercules, filiale d'une entreprise espagnole spécialisée dans l'immobilier. Véritable Tangérois, il va nous ouvrir toutes les portes de la ville et nous livrer tous les secrets immobiliers pour réussir ses investissements. Restez bien jusqu'à la fin de l'épisode, vous n'allez pas le regretter. Bonjour Tayeb. Hello Laurent, comment tu vas? Merci d'être le 4e invité des Clés du Maroc. Et pas le premier. Pas le premier, parce que t'as pas voulu être le premier, t'as voulu être que le 4e. Mais tu fais partie en tout cas des plus courageux qui m'ont dit oui quasiment tout de suite, qui m'ont fait confiance. Et donc aujourd'hui, j'ai envie de faire un épisode 100% Tanger. Tanger, une ville que j'ai découvert un peu par hasard. Quand j'ai commencé ce podcast sur l'immobilier marocain, j'avais d'abord visé bien sûr Marrakech, Casablanca, Rabat, Agadir. Et pour la petite histoire, c'est comme je suis président des alumni de mon ancienne école qui est le groupe ESPI, donc une école d'immobilier à Paris, la directrice du campus qui m'a toujours donné des très bons conseils. Je lui ai fait part de mon projet, donc de partir au Maroc pour parler immobilier. Et elle m'a donné beaucoup de bons conseils, beaucoup de tips. Et elle m'a dit, il faut que tu rencontres Tayeb. Ah d'accord. Il est à Tanger. Mais ça fait vraiment plaisir. Et il connaît toute la ville, il connaît tout l'immobilier. Il faut vraiment que tu l'appelles. Et au début, j'ai dit, Tanger, je vois à peu près où c'est sur la carte. C'est entre le Maroc et l'Espagne. Et à partir de là, je t'ai appelé. Je pensais que l'appel allait durer un quart d'heure. Ça a duré 3 heures et à la fin on avait dû raccrocher parce que j'avais littéralement plus de salive dans la bouche. On a dû l'enregistrer finalement, ça aurait été notre podcast en live. Je pense on l'avait fait déjà. Qu'il y avait vraiment du contenu. Et donc j'étais venu en juillet pour te rencontrer. On avait bien accroché, on a beaucoup parlé immobilier et donc on a eu cette idée de faire un épisode 100% tangérois. Moi j'ai vraiment adoré cette ville et parce qu'elle a comme une histoire un peu particulière que je vais peut-être te laisser développer sur ce côté ville internationale que je connaissais pas. Et moi qui aime beaucoup l'histoire, j'ai tout de suite accroché, donc je te laisse un peu la parole pour que tu me présentes Tanger. Avec grand plaisir. Alors d'un côté, ça me fait beaucoup rire en fait que tu me racontes déjà le fait comment t'as recommandé pour que je te parle de ça. Et j'ai ma petite idée, si je peux me permettre, j'ai ma petite idée parce que c'est une petite parenthèse, je me l'ai pas posé la question, mais je te le dis quand même, c'est que je suis un défenseur de Tanger comme tu peux pas l'imaginer. On m'appelle même presque le guide de Tanger. Et pourtant, je suis pas ni dans le tourisme, ni guide, ni faux guide. Je suis aujourd'hui déjà dans le domaine de l'immobilier, en effet, dans d'autres activités aussi. On pourra en discuter si tu veux. Mais bien évidemment, l'immobilier fait partie de mes activités principales. En effet, donc, ma petite idée, c'est que la personne qui vous a recommandé, en fait, je pense qu'elle a déjà dû entendre parler de moi pour dans le passé sur des actions que j'avais faites en fait. J'ai fait pas mal de petits événements où j'ai revendiqué, mis en avant les activités qu'on fait sur Tanger. J'ai toujours été le gars qui a toujours défendu là où il est parti dans tout le monde, mais vraiment très fier. Et à chaque fois qu'on me demandait, on me disait t'es espagnol? Non. T'es français? Non. T'es italien? Non. Et qu'est-ce que je disais? Mais je dis avant même de dire marocain. Et ça, c'est typiquement tangérois. Je disais, je suis tangérois. Et les gens nous regardaient genre, et j'attendais justement la réaction. Comment tu es tangérois? T'es pas très typé, t'es bizarre. Mais en fait, justement, c'est que nous, les tangérois, on est tellement fiers. On a tellement, il y a quelque chose. Je dirais pas que les autres villes sont très bien au Maroc. Je dis pas le contraire. Mais Tanger a une histoire. Tanger, elle a quelque chose que, je vais te la résumer. On dit de Tanger, quand on vient à Tanger la première fois, on vient en pleurant. Parce qu'on n'a pas envie d'aller à Tanger, on préfère aller à Marrakech, on préfère aller à Agadir, mais on vient en pleurant. Alors moi j'ai pas pleuré quand même, mais c'était pas forcément la première destination, c'était le 4e choix et j'y pensais pas. C'est ça. Mais justement, c'est un petit peu ça. Les gens qui ont été amenés à venir un petit peu à Tanger dans le passé, c'était pas pour des raisons touristiques, c'était pour des raisons professionnelles. Donc du coup, ils venaient à contre-cœur presque, vraiment, hein, j'exagère pas. Moi, franchement, je peux t'assurer, Laurès, mais vraiment, hein, dès qu'ils partent, c'est les gros pleurs. C'est qu'ils pleurent, c'est ça y est, c'est qu'on tombe amoureux de Tanger une fois qu'on y vient et on découvre Tanger. Il y a quelque chose que je vais développer. On va parler, je vais vous raconter des petits secrets de Tanger et le pourquoi. Ça, je pense que je le garde. On va en parler un petit peu vers la fin, mais vraiment, il y a quelque chose. Déjà, il y a le côté humain qui est déjà là, et je pense que justement la directrice de ton école,
je pense qu'elle a dû découvrir ce fameux personnage qui est toujours là, le cœur à la main, et fier de défendre les couleurs et sa ville et tout ce qui va avec. On disait ce que m'avait marqué, c'est que tu auras ce côté ville international et qui vraiment a laissé encore cet ADN un peu différent. Est-ce que tu peux expliquer qu'est-ce que c'est une ville internationale et pourquoi Tanger a été cette ville et quelles ont été un peu les conséquences positives et ou négatives? Alors, la raison du pourquoi de Tanger International, la vérité, bon, je suis pas un historien, je peux pas te rentrer dans les détails de comment ça s'est fait. Ce que je peux savoir et ce que je peux te dire en toute connaissance de cause, c'est que Tanger, elle a été, ou plutôt le Maroc a été envahi, attaqué par plusieurs puissances mondiales de l'époque. C'était les Britanniques, c'était les Français, c'était les Espagnols. Tanger, par sa positionnement, c'était la porte de l'Afrique. Donc, c'était la ville par laquelle on rentrait, tu vois, dans le continent. Donc, on a eu beaucoup justement de passages de plusieurs grandes puissances qui sont passées par là. Et à un moment donné, on a eu un Maroc qui a été partagé justement par ces différents conquérants, on va dire. Et on a eu une zone d'entente qui a été Tanger à l'époque. Et c'est comme ça que Tanger est devenu international, on va dire, si je dois donner des chiffres, si je me trompe pas, c'était c'est à peu près 30 ans, hein, c'était si je me rappelle bien, de 1923 à 1956. Exactement. Hein, je pense, c'est bien ça. Hein. Ça, c'est les bonnes dates. Voilà. Donc voilà, ça avait duré 30 ans. Bon, ça s'est arrêté à l'époque où Tanger est devenu Maroc est devenu indépendant, pardon. Et voilà, ça a été la fin de la ville internationale. Mais le pourquoi et le comment, je pourrais pas te dire, Laurent. Ce que je peux dire, c'est que aujourd'hui, ce que je peux t'affirmer, c'est que c'est un des plus gros avantages qu'on met en avant et qui est aujourd'hui la conséquence de beaucoup de choses qu'on fait aujourd'hui au Maroc. À Tanger, plus particulièrement, dans notre façon d'agir, dans notre façon de parler, dans notre façon de réfléchir. Cette mentalité, je dirais que le Tangerin a une mentalité très occidentale. Il est entre l'Occident et l'Orient, tu vois, à la fois. Et c'est ce qui fait ce passage à l'international à marquer les esprits de génération en génération. Parce que justement, ça donnait un héritage différent, même sur la mentalité des Tangérois par rapport au reste du Maroc. Ne serait-ce que parce qu'il y avait beaucoup d'Européens et le monde occidental américain qui était déjà il y a quasiment 100 ans à Tanger. Et donc ça a été un véritable brassage artistique, intellectuel, économique. La vie dans la ville était différente de ce qui se faisait au Maroc. Quand on se balade dans Tanger, on voit que comme une architecture qui est que moi j'aime bien, mais on pourra y revenir dessus, un mélange espagnol, art déco, mais avec l'art mauresque. Enfin, il y a vraiment le meilleur de tous les mondes qui ont été, qui sont encore aujourd'hui visibles et qui ont l'air un beau patrimoine. Et moi j'aime bien les vieux beaux immeubles, même si je pense qu'il y en a pas mal qu'il faudrait rénover, mais on va y revenir dessus parce qu'il y a quelques opérations à faire dessus. Ouais. Et que justement ce côté de Tanger, qui était une ville, on va dire, hyper active jusqu'à 56 années 70. Il y a eu après 30 ans un peu où la ville était plus dans les priorités du royaume. Et lorsqu'il y a eu donc le successeur du roi Hassan II, Mohamed VI, il y a eu des grosses opérations, on va dire, d'envergure, comme Tanger même, et peut-être tu pourras mieux en parler que moi, la zone franche industrielle, qui à mon sens a vraiment redonné un coup de boost et une nouvelle vie à Tanger. Oui. Oui, tout à fait. Tu as bien fait. Écoute, tu as quasiment tout dit. Hein, tu as vraiment dit les grandes lignes en fait qui a marqué un peu le décollage de Tanger. En effet, il y a eu un avant et un après sur Tanger. En effet, avant 1956, tous les regards étaient orientés vers le nord du Maroc, qui était Tanger, de par tout ce qui s'est passé historiquement parlant. Je dis, il y a beaucoup de choses à parler. On peut remonter même du coup de la mythologie grecque, hein, si on veut aller plus loin. Avec Hercule qui était... Oui, avec Hercule, avec même Tanger en soi-même. Tanger en soi-même, le nom de Tanger, c'est Tingis. Tingis, c'était une déesse grecque. Donc oui, comme tu l'as très bien dit, donc il y a eu pas mal de gros investissements qui sont faits au niveau du Nord et qui a marqué un tournant au niveau du Maroc. C'est vrai qu'on a eu un passage à vide, je dirais. C'est pas que c'était géré volontaire, mais il y a eu des priorités. Il y a chaque chose vient en son temps. À l'époque, le Maroc de 1956 avait d'autres priorités. Il y avait d'autres orientations. Donc c'est là où on a eu des villes qui ont explosé dans le bon sens économiquement parlant, que ce soit économiquement comme Casablanca, des villes touristiques qui ont été vraiment bien poussées à l'époque, Marrakech, Agadir et ça. Tout à fait, voilà. Et c'est vrai qu'on a eu un tournant, excuse-moi d'insister un peu dessus, c'est vers vers les 2000, début du 21e siècle. C'est là on a eu en 2000 une réorientation stratégique vers le nord et plus particulièrement Tanger.
D'où la naissance de Tanger-Med, d'où la Zéno-Franche, voilà. Excusez-moi, parce que Tanger-Med, pour qu'on se rende compte, c'est un port qui a même pas un quart de siècle, qui a été lancé donc début des années 2000, et qui aujourd'hui est le plus gros port en Afrique. Et pour comparer avec la France, pour qu'on ait un certain ordre d'idée, Tanger-Med, c'est plus de 10 millions de containers, leur taille 20 pieds, c'est un peu la taille standard. Si on additionne tous les ports de France, Marseille, Le Havre et tous les autres ports plus petits, c'est 6,5 millions de containers. La seule différence, c'est qu'il y a, en termes de tonnage, c'est le double en France par rapport à Tanger. Mais ça donne comme une certaine idée que ce port qui a 25 ans, un énorme volume de trafic, et qui forcément qui dit trafic maritime et container, dit toute une industrie avec la zone franche industrielle, où je pense c'est toi qui m'avais dit que c'était, je crois, si je dis pas de bêtises, c'est Renault qui a son deuxième plus gros site de production. Oui, tout à fait. Il est pas en France, il est pas en Europe, il est à Tanger, donc forcément il y a tous les sous-traitants autour, il y a toute une industrie qui va de l'ouvrier au directeur diplômé bac+5, bac+8. Et dans les autres grosses infrastructures qui sont, je pense, importantes et qu'on a pu connaître en France dans les années 70-80, c'était l'arrivée du TGV qui permet de rapprocher Tanger de la capitale politique et de la capitale économique avec Casablanca, où on voit forcément, on dira plus tard, mais les effets du TGV. On a connu ça en France avec Lyon il y a déjà plus de 40 ans, avec Bordeaux un peu plus récemment, Strasbourg également. Donc effectivement, cette ville a vraiment une identité particulière et qui se ressent sur l'immobilier, qu'on va revenir après plus en détail, parce que ça reste comme l'objet du... C'est clair, en fait, c'est vrai que le port et toutes les infrastructures qui ont été construites tout autour du port a facilité l'investissement bien effet sur Tanger. Aujourd'hui, on a une arrivée très forte des Herbati, des Marrakchi, des Kazaouis. On a vraiment, aujourd'hui, je peux vous dire que sur les 1,5 million d'habitants qu'on peut recenser aujourd'hui, je peux vous dire que peut-être il y a 1 million que c'est plus des gens d'autres villes de Tanger. C'est pas des Tangérois qui sont venus ici par opportunité, pour des raisons de travail, par rapport à tout ce qui s'est développé sur Tanger. Vous voyez, je peux vous dire qu'on parle en milliers d'emplois. Qui dit de millions d'emplois dit des infrastructures pour eux, de l'immobilier pour eux. On a une population aujourd'hui qui est de plus en plus sur Tanger jeune et actif, ce qui était le contraire d'il y a quelques années. Tanger, c'est une ville qui commence à devenir vieillissante, où les jeunes quittaient Tanger pour aller vers l'international. D'accord ? Aujourd'hui, on assiste à quelque chose vers le contraire. On a les Tangérois qui reviennent en force. Vous voyez ? Qui reviennent en force maintenant, et voilà. Et ces Tangérois, est-ce qu'on les considère comme les MRE, donc les MRE, les Marocains résidents étrangers qui reviennent, ou ceux qui viennent sur Tanger, c'est plutôt des Marocains résidents qui viennent par opportunité, ou est-ce qu'on assiste maintenant un peu un retour des MRE qui investissent peut-être leur argent, veulent même peut-être venir travailler, comme il y a beaucoup de grands groupes, des belles opportunités professionnelles? Oui. Alors, très très bonne question, très bonne remarque. Alors moi, je ferai la distinction entre le retour du Tangérois et le retour des RME au Maroc. Franchement, mais c'est encore une opinion personnelle. Pour moi, les Tangérois qui sont partis parce qu'ils sont partis par manque d'opportunités. À l'époque, en tout cas. Ils sont partis parce que leur mentalité, la façon, leur culture qu'ils avaient, aujourd'hui, il y avait plus une orientation européenne parce qu'ils se retrouvaient sur pas mal de petites choses. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on a des Tangérois qui commencent à revenir, mais petit à petit, en réinvestissant. Ils reviennent, voilà, ils sont en train de revenir petit à petit. Mais on a les RME qui est vraiment un mouvement qui n'est pas hasardeux. C'est volontaire dans le sens où le gouvernement a tout fait pour séduire justement nos compatriotes qui vivent à l'international avec diverses, je dirais, aides. D'accord, aide économique, aide à l'investissement, qui fait qu'aujourd'hui, voilà. Il y a aujourd'hui aussi des choses qui ont aussi facilité ce retour, c'est ce côté, je dirais, patriotisme dans le sens on a cette volonté de vouloir apporter un plus et se démarquer et être un pays aujourd'hui à la hauteur des pays européens économiquement parlant. Donc voilà, donc oui, les RME, donc il y a eu au niveau du gouvernement, ils ont tout fait pour les faire venir, ils sont là, c'est clair. Et je peux vous dire que c'était pendant au moins une vingtaine d'années le premier investisseur sur Tanger. C'est le premier qui investissait. Après, je parlais des étrangers. RME d'abord, Marocains en général, qui viennent sur Tanger pour investir par opportunité, parce que Tanger aujourd'hui est devenu presque l'Eldorado. Il y a tout à faire. Il y a tout à, vous voyez, donc, il y a tout à faire.
il y a beaucoup a été déjà fait. C'est clair. Parce que quand on arrive, Et il y a encore de la place. Il y a encore de la place. Et surtout, il y a comme des belles perspectives. Tout à fait. Surtout là, on tourne peu après la démission du Premier ministre en France après un gouvernement qui a duré 12 heures sans même faire de passation. Là, il y a comme une forme de stabilité, une croissance. Je vais pas reparler de la Coupe du Monde et de la CAN parce que c'est vraiment le sujet qui anime le plus, mais on sent que c'est un véritable objectif derrière, que c'est vraiment le moteur et qui est de la croissance en ce moment. Et puis on parlait des investisseurs étrangers. Souvent, on pense au Maroc, les premiers investisseurs étrangers sont les Français. Et à Tanger, il y a une petite subtilité, c'est pas les Français qui sont les premiers, mais ce sont les Espagnols. Tu m'avais dit. Oui, ben il y a les Espagnols déjà. Bon, déjà pour moi Tanger, pour rebondir par rapport aux Espagnols, pour moi c'est vraiment la ville de, on va dire, qui fait le pont avec l'Europe, d'accord. Donc pour un Espagnol, c'est clair, c'est beaucoup plus facile de faire des allers-retours entre l'Espagne et le Maroc en termes d'investissement, en termes et en termes de pas qu'investissement, mais en termes par rapport à sa vie en soi-même, c'est beaucoup plus facile vous voyez, il s'éloigne pas de son pays, il est proche, donc ça lui facilite un peu la vie. Donc c'est clair que l'investisseur premier, je parlerai d'abord des Espagnols par la proximité, et je dirais en deuxième position les Français. Alors, les Français, dernièrement, nous assistons à des investissements très importants, que ce soit des groupes ou de particuliers, mais vraiment orientés vers Tanger. On voyait beaucoup plus ça vers Casablanca, Marrakech, mais Tanger, pour vous donner un exemple, Tanger, rien que la Médina de Tanger, je peux vous dire que le quart a été acheté par des investisseurs français. Je peux vous le dire, c'est devenu, on est en train de vendre comme des pépites en ce moment. Ça se vend très bien et c'est très demandé justement par les investisseurs français. Donc voilà, c'est ce que je pourrais dire par rapport aux investisseurs étrangers. Je les mettrais en espagnol en première position, celui des Français en deuxième. Voilà. Parce que effectivement, quand il y a un véritable potentiel de tourisme quand on vient ici. Alors pour situer Tanger, pour ceux qui ne voient pas sur la carte, quand on dit que l'Espagne est vraiment à côté, quand on est au bord de mer, on voit vraiment l'Espagne assez proche, voire même très proche. Ah oui, c'est clair. Le bateau qui fait la liaison en 45 minutes, 1 heure. Donc on comprend pourquoi il y a cette mais j'ai même envie d'en rigoler par rapport à ça, dans le sens où on a des cafés qui ont été faits en ce moment sous forme d'escalier, vue sur la mer, où en fait, vous allez me dire, vue sur la mer où on voit l'Espagne, ou peut-être toi, tu vas me dire, mais qu'est-ce que c'est bizarre ce truc, mais en fait non. Pour le Tangérois, en fait, le fait de voir l'Espagne aussi près, ils ont même c'est tellement près qu'ils ont l'impression que tu peux aller à la nage. Mais vraiment, à la nage, mais vraiment. Mais on pourrait presque se dire à la nage. Allez, j'y arrive. Faisable un peu d'entraînement pendant une semaine. Voilà. Et ensuite. Là en bateau, on est à une demi-heure là maintenant. C'est une demi-heure à peu près entre Tanger et Tarifa. Donc c'est vraiment à 2 droits, c'est à côté. Et puisqu'on est toujours sur le tourisme balnéaire, est-ce qu'aujourd'hui tu vois un impact du tourisme balnéaire sur les prix d'immobilier sur Tanger et sur la côte tangéroise? Alors, le tourisme, bien sûr, a été impacté sur Tanger et bien évidemment sur la partie balnéaire. C'est là où les plus gros investissements ont été faits. On peut le voir du port de plaisance qui est placé à la fin de la rocade de Tanger, donc côté Médina, jusqu'à l'hôtel Movenpick. Toute la baie a été revue, que ce soit en infrastructure, garage, parking, route. Les routes sont plus larges. On a plus d'établissements dans l'hôtellerie. On a beaucoup plus de restaurants. Donc voilà, on peut dire que oui, il y a eu l'impact et on le ressent. On le voit. On a des côtes qui commencent à ressembler à, je dirais pas à Marbella. Mais voilà, on commence, on y arrive. Moi, on parle carrément de Tanger, futur Barcelone africaine. C'est marrant parce que j'entends beaucoup qu'on soit à Tanger et j'avais pas tout de suite compris pourquoi Barcelone. Mais effectivement, quand on sort un peu le soir, la journée, il y a une sorte d'ambiance qui se rapproche comme très proche de Barcelone. Même dans les rues, on entend parler quasiment autant arabe que français qu'espagnol. Alors que quand on est à Casablanca, j'étais encore il y a quelques jours, on entend soit c'est soit arabe soit français, mais l'espagnol on l'entend pas. Et ça, on voit vraiment qu'il y a ce côté espagnol, et même dans l'architecture, on avait parlé au début. Donc c'est assez rigolo cette comparaison, mais qui est peut-être pas si mal. Mais tu sais pourquoi? J'aimerais bien te poser moi aussi la question. Est-ce que tu sais pourquoi on parle beaucoup en espagnol ici? Quelle est la particularité? Il y a quelque chose. C'est pas que par rapport au fait qu'on est en Espagne à côté. Il y a des choses. J'aimerais bien en parler si tu peux me permettre. Je te permets. Parce que, mais vraiment. C'est ton épisode aussi. Mais vraiment, non, ne me prends pas la vedette, s'il te plaît, Laurence. Non, moi, je pense que ça serait important de le mettre en avant parce que nous, les Tangérois, c'est-à-dire si vous voyez la population que vit aujourd'hui à Tanger, Delta,
Ils parlent pas tous en espagnol. C'est le tangérois qui parle en espagnol. Attention. Nous, le tangérois, donc de par la proximité, oui, d'accord, mais surtout, ce qu'on a vécu, c'est avec la télévision espagnole. Nous, la télévision espagnole, on a grandi avec. En fait, où le Maroc avait à l'époque qu'une chaîne nationale, et qui marchait de 7 heures vers le haut. Imaginez-vous, 19 heures. Que l'après-midi, ça marchait juste pendant un petit moment. Nous, les Tangérois, on avait à l'époque le privilège d'avoir 4-5 chaînes espagnoles avec l'antenne basique, on pouvait capter toutes les chaînes. Et en fait, on a été bercés avec toutes les publicités qui venaient en Espagne, avec tous les programmes. Donc, c'est pour ça qu'on peut dire qu'on a une mentalité entre, vous voyez, on est entre deux cultures. C'est pour ça que c'est tout en fort, justement. Ah, d'accord. En fait, ça veut dire pendant que le Marocain, qui était à Marrakech, à Casablanca, n'avait qu'une seule chaîne et une ouverture sur le monde très limitée, voire inexistante. Tout à fait. Le Tangérois, comme toi, a regardé les mêmes dessins animés qu'un Français, qu'un Américain. C'est clair. Et donc, avait bien sûr toutes les pubs, j'imagine. Alors, on peut faire les pubs sur le podcast, on fait ce que je veux, mais Coca, McDo. Alors que j'imagine que le McDo, le Coca était pas trop existant ici. C'est clair, c'est qu'on voyait des pubs de McDo, des pubs de marques qui n'existaient même pas encore ici, qui étaient même pas encore venus. Bon, il y a à part la télévision où on a beaucoup grandi avec, mais aussi le Tangérois pur, aller en Espagne pour un week-end, comme si on partait à Casa, Rabat, Azila. Oui, c'était monnaie courante. Oui, donc forcément, ça crée des liens. Exactement. Et un truc qui est marrant et ce qui est excellent, c'est qu'il faut voir l'Espagnol quand il rencontre le Tangérois. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est génial, ça. Non, moi, je suis fan parce que l'Espagnol se rend compte que le Tangérois, c'est plus que lui quelquefois sur son pays. Pourquoi? Parce qu'on a vécu avec eux des choses de la même manière. Peut-être que moi, j'ai vu plus de choses que eux ne voyaient pas à l'époque à la télévision et que j'ai suivi. Et du coup, quand je commence à leur raconter, je leur parle des programmes qu'on avait, des programmes quand j'avais 4 ans. Et il me dit, non, ne me dis pas que tu as vu même ce type de programme. Tu connaissais Barrio Sésamo. Barrio Sésamo, c'était un programme où c'était un peu comme les Pet Show, mais c'était 2 gros personnages, pas super bien faits, mais on kiffait tout ça, en tout cas nous les Tangérois. Et franchement, quand je rencontre des Espagnols, je dis, ah, mais je connaissais Espinete que je voyais à la télévision. Il me dit, ne me dis pas que tu... Bon, voilà. Donc, ça fait que ça crée de la proximité. L'Espagnol, quand il vient à Tanger, il tombe amoureux de Tanger aussi, parce que on a beaucoup de liens, on a beaucoup de choses à te raconter. Bon, c'est des choses que moi, en tout cas, j'adore le faire. J'ai un plaisir. Et puisqu'on est encore sur le volet tourisme, il y a au Maroc une croissance annuelle du Airbnb qui est de 20% par an. Évidemment, le Airbnb est implanté à Tanger. Pour toi aujourd'hui, si d'un point de vue purement immobilier, s'il fallait faire de la location, est-ce qu'il faut plutôt viser la location saisonnière quand tu es investisseur à Tanger, ou est-ce que la location longue durée, en termes de rendement, s'y approche? Toi, quelle serait ta stratégie ou le conseil que tu ferais pour des investisseurs? Alors, par rapport à la location, pour quel type de location pour la location, tu achètes un appartement 2 pièces, tu vas plutôt orienter un client vers le Airbnb ou plutôt sur la location classique longue durée? Alors moi, j'irais vers du Airbnb. Aujourd'hui, c'est un modèle qui marche très bien. Ça marche. Nous sommes vers un rendement locatif saisonnier qui jusqu'à présent ne fait que s'accroître. Donc moi, je ne peux qu'encourager les investisseurs à aller s'orienter vers ce type faire ce type d'investissement. C'est ce qui marche très très bien. Voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, malgré la hausse des prix dans l'immobilier, parce qu'elle est là, il faut le dire, on a de tout, on a de tout type de prix. Malgré cette hausse, les investisseurs continuent à investir parce que le prix ne cesse d'augmenter. Donc on a toujours on gagne dès le lendemain dès qu'on a acheté notre premier achat. Et c'est clair que le but principal d'investissement, c'est pour la location saisonnière. Quelque chose que là aujourd'hui, Tanger est devenu plus qu'une ville de passage. C'est fini ça. Pendant très longtemps, c'est la ville de passage. Je fais que passer. Et du coup aujourd'hui, non. Aujourd'hui, Tanger est devenu un arrêt obligatoire pour de la part du touriste. Donc voilà, ça c'est intéressant. Et donc par rapport au Airbnb, effectivement, parce qu'on parle beaucoup de tourisme, mais il y a aussi pas que le tourisme, on va dire, pour passer des vacances, mais il y a le nouveau stade qui est construit quasiment en plein centre-ville de Tanger, qui va accueillir la CAN, qui va accueillir la Coupe du Monde. Il y a aussi pas mal d'événements professionnels avec des centres d'exposition. Donc il y a comme une sorte de double, il y a plusieurs types de tourisme. Il n'y a pas uniquement le tourisme balnéaire classique. Il y a le tourisme professionnel qui viennent de 3 jours, le tourisme sportif. Moi, j'allais vous en parler. Justement, j'allais t'en parler. Moi, j'y vois beaucoup. Ah, énormément. Moi aussi. Au Maroc, sur différents spots, et Tanger en fait partie.
pour faire du tourisme sportif. Ça permet d'avoir différents types de clientèle et de faire tourner au fil de l'année et pas d'avoir uniquement des touristes quand c'est l'été ou quand c'est Noël. Non. Pour parler de tourisme sportif, c'est très clair. On va prendre le phénomène du padel. Le padel qui a fait un boom mondial. Pas besoin Oui, ça, de parler davantage de ça. Surtout dans l'immobilier, qui est devenu le sport de ceux qui font de l'immobilier. Ah mais oui, mais c'est presque, je fais un immeuble et j'ai un terrain de padel dans le rooftop de l'immeuble. C'est devenu aujourd'hui, même avant la piscine, carrément. C'est incroyable. Mais tant mieux, je suis padéliste, donc moi je vais pas dire le contraire. Je suis content. En effet, oui. Maintenant, Tanger est devenu aujourd'hui même une plateforme de sportifs internationaux, mais vraiment argentins, espagnols, anglais, vraiment des spécialistes du domaine du padel qui viennent aujourd'hui à Tanger pour jouer des compétitions internationales organisées sur Tanger. Et ça marche dans le deux sens. On a aujourd'hui le Tangerois, le Marocain, qui via le Tanger va aussi vers l'Espagne, vers Algeciras, vers Madrid. Bon, on a fait pas mal de petites choses comme ça dernièrement et on est en train de voir. Donc il y a une vraie vague de tourisme sportif qui se fait et on le voit même au niveau de la volonté de l'État d'ailleurs. Il y a des subventions qui ont été faites pour encourager justement les investisseurs et en plus dans le domaine du sport. Il y a dans le domaine du tourisme aussi, mais aussi dans tout ce qui est tourisme sportif. Aujourd'hui, le Maroc y croit beaucoup. On a aujourd'hui des programmes subventions. Je pense que tu le feras dans un autre épisode parce que tu vas me poser la question et là, ça va être un peu plus compliqué. J'ai encore beaucoup de questions. Mais je sais, je l'ai senti. C'est pour ça que je t'ai fait un frère que tu avances plus loin. Voilà, il y a pas mal d'aides de l'État qui fait que les investisseurs sont orientés de plus en plus vers le domaine sportif. On le voit, comme tu l'as très bien dit, la volonté d'État avec un très très beau stade de foot qui vient d'être rénové. Je suis assez fier. Pour moi, c'est le plus beau stade qu'on a du Maroc, franchement. Et ça, c'est le Tanjaoui qui le dit. Évidemment. Ça. Encore, c'est 100% objectif. Ah, c'est clair, très très objectif. Non, mais vraiment, franchement, les investissements, ils sont là. On est en train d'insister. Maintenant, par exemple, on voit des terrains de padel un peu partout sur Tanger, pas que dans des clubs privés. On les voit aujourd'hui, même l'État le fait pour la population tangéroise qui vit gratuitement. Elle met à disposition le terrain de padel. C'est un vrai phénomène. Ça nous a permis d'attirer du monde un petit peu pas que un tourisme étranger, mais même un tourisme marocain. Nous, quand on parle de tourisme, pour moi, il y a le tourisme du Marocain et le tourisme étranger. Et pour moi, aujourd'hui, on a réussi à avoir des gens qui nous viennent un peu de tout le Maroc pour justement vivre les activités qu'on a ici et qui se trouvent uniquement sur Tanger. Je parle pas du terrain de foot, bien évidemment, mais je parle sur d'autres choses, d'autres investissements très très intéressants. Nous, par exemple, le Tanger, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on a de Tanger? C'est particulier. C'est un mélange de montagne, mer. Vous voyez ce que je veux dire? Et océan. Et océan. C'est ça. On a deux océans. Combien moi, je connais pas beaucoup de villes au monde qui a la possibilité de voir l'océan et la mer Méditerranée en même temps. On peut même voir cette fameuse séparation. Rien que ça, c'est un élément touristique de fou, quoi. Ça, pour la revue cet été, c'est que j'avais pas trop compris qu'on peut voir la différence entre la mer et l'océan. Tu sais comment faire? Et une fois qu'on la voit, on voit qu'effectivement, il y a une démarcation. Mais tu sais comment la démarcation elle est? Si tu vois, c'est le courant en fait. C'est deux courants différents. C'est pas que la couleur de l'eau. En fait, c'est les courants. L'océan et la Méditerranée n'ont pas les mêmes, ne vont pas dans le même sens en fait. Et c'est là où on ressent justement une réelle différence. Tu vois? Et faisons maintenant un point focus vraiment sur l'immobilier à Tanger. Parle-nous un peu des différents types de quartiers qu'il y a sur Tanger. Parler un peu prix parce qu'il faut qu'on donne il faut qu'on donne des chiffres. Oui. Et je peux dire que toutes les questions puis après tu prends lesquelles ce qui te plaît de plus. Un peu les rendements qu'on peut attendre en investissement classique, le prix minimum pour commencer à faire un investissement ici. Est-ce qu'il y a encore des bonnes affaires parce que j'avais fait pendant un épisode avec la DG de Damanimo qui elle trouvait que peut-être les prix à Tanger étaient peut-être un peu hors marché maintenant. Et donc ça, c'est une question aussi qu'on va poser. Est-ce que les prix à Tanger vont pas augmenter trop vite? Est-ce qu'ils ont augmenté et puis ils vont rebaisser? Est-ce qu'ils ont augmenté trop vite, mais ça va continuer à augmenter et ça va augmenter très vite, mais parce que c'est une telle demande et puis l'emplacement est quand même pas mal. Est-ce qu'il reste des bonnes affaires? Oui. Bien sûr, je vais pas dire le contraire. Bon, déjà, je suis dans l'immobilier, donc c'est sûr que je vais pas te dire le contraire maintenant. Bon, mais le Tangérois, il est honnête, transparent, donc je vais confirmer que oui, les prix en effet ont énormément augmenté, en effet, mais pas dans tout.
Ce qui a vraiment augmenté, c'est au niveau du stand des low standing. Low standing a connu des prix assez importants. Et si tu me dis, est-ce que ça va s'arrêter? Je ne pense pas, parce que la demande, elle est supérieure à l'offre aujourd'hui. Donc tant que la demande est supérieure à l'offre, les prix ne cesseront pas d'augmenter. Je peux vous le confirmer. Adam Smith, la main invisible. C'est clair, voilà. Donc, et en plus, tant que d'ailleurs, je pourrais même rajouter, aujourd'hui, tu achètes un bien, le lendemain, il vaut déjà 20% de plus. Ça y est, ça c'est un fait, donc il y a tout un marché de revente, de sous-traitance au niveau de la revente qui est en train de se faire aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'investisseurs qui viennent, qui achètent sous plan pour bénéficier d'un prix X, pour le revendre quelques mois plus tard à un prix supérieur parce qu'ils savent qu'il y aura aucun souci. C'est le premier qui arrive, qui achète au bon prix et voilà, c'est devenu même monnaie courante. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, Thanas, leur business entre guillemets dans l'immobilier, c'est d'aller voir des promoteurs, de réserver et de payer, je sais pas, un acompte auprès du promoteur, et quand le projet est proche d'être livré ou de livrer, ils revendent dans la foulée. Alors, je pourrais pas te dire je de la compte, ça c'est un peu la sauce interne de différents promoteurs, mais ce que je peux te dire, c'est que d'une manière très brouillon et très rapide, j'achète à un prix X sur plan, parce que je vais patienter, je vais bénéficier d'un prix intéressant parce que je vais acheter un local et je vais aider le promoteur à construire avec cette fameuse avance, mais généralement, il la paye dans la totalité. La plupart du temps, c'est toujours comme ça. C'est dans la totalité. Et généralement, il y a des gens qui, justement, c'est un business. Ils vont acheter dans des immeubles, 4, 5 appartements avec un très beau potentiel, à un prix très intéressant, on va dire, cette année, et le revendront un an plus tard avec déjà une majoration peut-être de 30%, peut-être. Géré, ça peut arriver jusque-là, et là, sans problème. J'anticipe les questions qu'on va m'envoyer par message. Ça, c'est des choses que tu sais proposer comme produit pour des clients? Excuse-moi, tu peux me répéter la question? Je lisais, comme je sens que c'est une question qui va arriver dans mes messages privés, donc je la pose tout de suite pour anticiper. Ça, c'est des opérations, des appartements que tu sais proposer à des clients. Un client qui dit, bah moi je vais acheter sur plan avec du potentiel, je suis prêt à prendre le risque que dans 2 ans, peut-être le marché peut se retourner, il peut se passer des choses négatives, mais bon, on est quand même plutôt confiant sur l'avenir. Ça, c'est des choses que tu sais proposer à des clients. Alors je vais te dire oui, et je vais dire pourquoi. Alors déjà, ce qui a la partie, je parlais de l'augmentation des prix sur Tanger, très bien. Mais ce qui a la richesse de Tanger, c'est pas que par rapport à le type de construction, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on a une offre qui est large. On parle de édifices publics, édifices, on va dire, populaires, à un prix très abordable, avec des subventions de l'État. D'accord? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu peux très bien acheter un appartement à 30 000 euros sur Tanger. D'accord? Mais tu peux aussi acheter un appartement à 10 millions de dirhams aussi. D'accord? C'est-à-dire que les prix peuvent varier si on parle de, bon, je pas envie de parler de l'économique parce que l'économique, c'est vrai qu'il y a une subvention qui est là et qui peut impacter. Mais si je devrais parler du prix du marché de Tanger, ça peut varier et démarrer entre 5 000 dirhams le mètre carré. On va aller à 40 000 dirhams le mètre carré. Pour 5 000 dirhams, c'est à peu près 500 euros. Oui, c'est 500 euros. C'est entre 500 euros à 4 000 euros le mètre carré. Ça peut varier. Donc, en fait, on a un peu pour toutes les bourses. On a un peu de tout. Et si on veut pas du haut de gamme, mais pas non plus, on regarde du entrée de gamme, du moyen standing, on serait entre quoi? Entre 8 000 et 12 000 dirhams. Alors, je dirais que le prix moyen aujourd'hui pour un appartement correct, bien placé, il est entre 11 000 dirhams, je dirais. 11 000 dirhams, ça serait entre 11 000 et 13 000 dirhams, un édifice qui est neuf. D'accord? Quelque chose de neuf, je pense. Donc, grosso modo, à 1 100 euros le mètre. Ouais. On est capable d'avoir dans une belle ville. Tout à fait. Oui, tout à fait. L'appartement qui est bien placé dans un quartier sympa. Tout à fait. Ce que je vous dis. Et un quartier très sympa, qui peut être face à la mer, qui peut être très bien positionné. Vous voyez? Donc, c'est ça que je dirais. Donc, c'est vrai, je suis d'accord avec toi quand t'as fait le commentaire, qu'on te dit, oui, voilà, Tanger, est devenu cher, ça commence à augmenter, ça ne s'arrête pas. Oui, peut-être. Mais en même temps, on oublie de dire qu'on a un choix qui est très large. On a de tout. Ok, mais t'es pas obligé d'acheter celui de 40 000. Va acheter celui de 12 000. Qui t'a dit d'acheter de 40 000? Tu vois ce que je veux te dire? C'est presque ça. Et c'est justement, c'est aujourd'hui, on propose un choix justement aux investisseurs. C'est vraiment on propose un choix. Imaginez-vous. On propose un choix au niveau du lieu. C'est-à-dire que je te dis, je te vends un appartement ou une villa ou un terrain ou face à la mer, ou au niveau de la montagne, ou au niveau du centre-ville. C'est-à-dire qu'il y a déjà ce choix de location, d'endroit, et un choix en termes de prix. D'accord? Et même après un choix au niveau du prix, encore une fois, vous avez encore
encore un autre segment en dessous selon le matériel, la vue que tu as, ça peut aussi varier. Donc voilà, donc nous qui sommes dans le domaine de l'immobilier, on est là pour accompagner les investisseurs. Bien évidemment, pour nous, c'est une aubaine. C'est une aubaine parce qu'on a cette richesse à proposer. On a un large choix. Je mettrais plutôt en avant ce large choix, que ce soit d'habitat populaire à habitat au standing. Voilà. Et on peut faire des opérations, en France on appelle les opérations de marchand de biens, donc des immeubles qui sont souvent encore en monopropriété, avec, on va dire, qui sont dans leur cachet ou dans leur jus pour rester poli, donc beaucoup de travaux à faire. Il y a de la place entre guillemets pour des investisseurs qui diraient, moi j'ai envie de faire du marchand de biens, acheter un immeuble, le rénover, remettre un coup de propre sur la façade, le vendre avec une plus-value. Est-ce qu'aujourd'hui c'est des produits qui existent, ou c'est très compliqué à obtenir, ou alors si on n'est pas de Tanger, on n'a pas les bons contacts, est-ce que c'est une activité qui est possible ici à Tanger? Ben oui, merci de l'avoir signalé. Tout à l'heure, tu m'as posé la question, tu vois, tu m'as posé beaucoup de questions, donc je vais revenir sur quelque chose que tu avais dit tout à l'heure. Tu me parlais un petit peu de, voilà, pourquoi choisir Tanger pour les investisseurs, pourquoi ils viendraient, qu'est-ce qu'il y a de si particulier, etc. Et en fait, notre histoire a fait que Tanger a connu une richesse culturelle importante qui s'est traduite dans les bâtiments. Aujourd'hui, on a une richesse aussi dans notre architecture, aujourd'hui qu'on peut trouver au Marchand, qu'on peut trouver au boulevard. Et en fait, dans cette architecture, qu'est-ce qu'on a? On a des bâtisses espagnoles, italiennes, françaises qui sont là, qui c'est patrimoine du Maroc, on ne touchera pas. Et aujourd'hui, c'est des bâtisses qui sont encore très abordables en termes de prix. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'investisseur delta marocain préfère aller vers du nouveau et construire des bâtiments haut de gamme où on recherche le côté sophistiqué, on met le côté domotique, vous voyez? Voilà, c'est ce côté-là. Bon, voilà, on aime ça, mais je pense que pour l'investisseur, étranger, on a un produit qui va lui plaire. Parce que ce côté moderne, il l'a chez lui. Pourquoi venir ici faire la même chose qu'il fait chez lui? Par contre, nous, on peut proposer des bâtisses que, même s'il veut le faire chez lui, il peut pas le faire. Par exemple, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on propose des choix, par exemple, à la Médina. À la Médina, aujourd'hui, on cherche le rustique, on cherche le côté nature. D'accord? Le côté authentique. Voilà, l'authentique, merci. C'est le bon mot, le côté authentique. Voilà. Il y a une orientation vers la Médina parce qu'on cherche ce côté brut, tu vois. Au niveau du boulevard, au niveau du Marchand, on trouve encore des immeubles, mais à des prix très intéressants. Quand on dit des prix très intéressants, on peut les avoir à 800 € le mètre, tu vois. À 800 € le mètre, voire jusqu'à 1000 € le mètre en le comparant sur de la bâtisse neuve, tu vois. Pour un immeuble, j'essaie de faire des calculs un peu rapidement. Donc, on va dire 1000 € le mètre. On va dire que tu mets un coût de travaux à quoi? On va dire 500 €. Ouais, ça va te revenir. Non, je pense que, en fait, moi, j'ai vendu il y a pas longtemps, des vieux appartements. Grosso modo, le prix de vente, il était à 800 € le mètre. Avec les travaux, ça lui a sorti à 150 € le mètre, grosso modo. Oui, plus les frais de notaire, on va dire. Ok, je vais dire 1500, pardon, excuse-moi. 1500. Qu'est-ce que je... Ah oui, voilà, pardon, au global. Tout à fait. Et pour un prix de vente ou après une valeur marchande qui est dans quel ordre de fourchette? C'est des appartements, prix moyen à peu près, on va dire 100 000 €. Un appartement, ce type d'appartement, ce que je dis, c'est ce qui coûte entre 800 000 dirhams et 1 million de dirhams. Tu peux avoir un appartement, vieux appartement, bien placé, mais sans compter les rénovations. Après, il y a les rénovations à faire. Je te parle de prix brut. Mais c'est l'opération là que tu as réussi à faire, ou qui était à 800 € le mètre, avec les... Oui, c'est ça, tout à fait. Donc 800 € le mètre, avec les travaux, les frais financiers, d'architecte, tous les frais, on finit avec un prix de revient à 1500 €. Oui, 1500 €. Mais après, au mètre carré, combien il vaut réellement sur le marché? S'il le revend pour client, il fait une plus-value de combien au mètre carré? Alors, la valeur peut augmenter en fonction de ce que tu vas faire en investissement dans la rénovation. Il faut dire que si l'étranger va investir sur une bâtisse pour le louer ou le revendre aux Marocains, c'est pas la bonne cible. S'il veut gagner de l'argent, il va se faire peut-être 20%, 30%. Comme je t'ai dit, le Marocain cherche le côté moderne, etc. Donc du coup, l'investisseur aujourd'hui étranger investit sur des bâtisses comme ça. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, comme tu l'as très bien dit, on a un tourisme qui est très riche, qui est très développé. Et le touriste qui vient au Maroc recherche justement cette authenticité. Il veut pas le côté bling bling, il veut pas le côté que je connais déjà. Donc il cherche quelque chose qui va sortir un peu de l'ordinaire. Donc justement, voilà, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a encore beaucoup de place. La société que je représente aujourd'hui,
Elle s'appelle Hercules. Aujourd'hui, c'est une société espagnole qui a cru justement ce projet-là. Et notre orientation est justement vers des bâtisses justement qui est ancienne, parce qu'on a très bien compris qu'aujourd'hui, l'orientation qu'on doit avoir aujourd'hui par rapport à notre client, c'est le client espagnol, français qui recherche ce type de bâtiment. Il y a de la marge, il y a encore de l'argent à gagner derrière. Il y a encore plusieurs métiers que tu peux rentrer aujourd'hui. Nous, quand on vend ce type d'appartement, ce qu'il y a de bien, c'est que on fait participer d'autres sociétés avec nous, les sociétés d'aménagement qui vont venir, qui vont retravailler, des sociétés artisanales qui vont venir retravailler. Par exemple, nous aujourd'hui, on a un appartement qu'on veut vendre qui est fait avec un sol, pas en carrelage, mais en mosaïque. C'est d'une beauté. Et du coup, qu'est-ce qu'on a dû faire? On a dû faire des rénovations avec des artisans marocains voilà, parce que c'est un travail minutieux, tu vois. Donc voilà, on va dire que justement, on a réussi à vendre des appartements avec une certaine signature, avec une authenticité, à un prix très abordable. Voilà. Ça tombe bien parce que ton assistante vient de me donner le prix de vente moyen de combien valait l'appartement. Excellent. À mettre, donc, ça vaudrait, alors, ça n'a pas été vendu, donc tant que c'est pas vendu, on connaît pas le vrai prix, mais entre 2002 et 2500 euros le mètre. Bon, c'est-à-dire que ton client a gagné potentiellement 1000 euros le mètre. Il double. Donc, effectivement, il y a des belles affaires. Faudrait peut-être monter un club deal dessus. On pourra en parler post-épisode qu'on aura fini de tourner, parce qu'effectivement, en France, c'est un peu plus compliqué en ce moment de faire du marchand de biens, surtout la sortie commerciale qui est compliquée. Là, effectivement, à Tanger, pour regarder en amont de cet épisode, j'ai comme l'impression que les produits partent vite et que la négo est très faible et voire inexistante sur ces types de produits. Sur des rendements saisonniers en Airbnb, quelqu'un qui fait du Airbnb, qui a acheté un appartement alors qu'il n'a pas fait les travaux, qui a pas suroptimisé son bien, est-ce qu'il y a un rendement de 10% avant impôt? Est-ce que c'est un rendement en saisonnier qui te paraît possible, ou on peut faire un peu plus si on optimise? Ah non, bien sûr, j'y crois énormément, bien sûr. 10%, si ce n'est pas plus, je dirais. Ne me demande pas de développer davantage, je saurais pas, mais en tout cas, je te confirme ce chiffre. Mais par contre, Aurélien, je suis désolé, je voulais encore rester sur ce qu'on disait en fait juste avant, parce que il y a des choses que j'ai pas dit qui sont importantes. Tu m'as parlé justement, tu m'as posé la question par rapport à les raisons des investisseurs, pourquoi ils viendraient sur Tanger, qu'est-ce qu'ils chercheraient. Et on a parlé en même temps à la fois de ce fameux, l'une des raisons, c'est ce tourisme sportif. D'accord? Ce tourisme sportif, je veux insister. On a parlé du stade, mais en réalité, ce qu'il faut savoir, c'est que le Maroc a ouvert le bal, ou va ouvrir le bal, avec 3 grandes dates majeures dans le Maroc. D'accord? Qui ne sont pas des moindres. C'est la Coupe d'Afrique. Déjà, c'est cette année, c'est en 2025, là. C'est maintenant. C'est dans quelques semaines. Hein, c'est dans 2 semaines. Par exemple, nous qui sommes dans le domaine, nous sommes en train de préparer justement toutes les parties Airbnb, toute la partie vente. On est en train de préparer. Nous savons que nous allons avoir beaucoup de monde. On a déjà des réservations. Donc voilà. Donc il y a tout un travail qui va se faire là. Et voilà. Ensuite, on a la ligue des clubs. Voilà, championnat de la Ligue des clubs mondiaux. En fait, c'est le fameux champion d'Europe contre le champion d'Asie, contre le champion d'Afrique. Le tournoi de foot. Voilà. Donc, pareil, c'est encore un super gros événement qui va venir au Maroc. Et on a, bien évidemment, la Coupe du Monde en 2030, voilà, qui est là, qui est justement partagée avec le Portugal et l'Espagne. Et je profite. Moi, aujourd'hui, la boîte que je représente, pourquoi on est là? On a justement pour accompagner justement tout ce flux d'Espagnols qui vont venir accompagner cette fameuse Coupe du Monde. Pas que à niveau touristique pour regarder, mais aussi pour aider et accompagner. Il y a ce fameux tourisme professionnel. C'est des gens qui sont venus aujourd'hui pour accompagner avec des services, avec des produits qui va tourner autour de ces 3 grands événements. Donc c'est des raisons importantes qui fait que le pays aujourd'hui et la ville est très, très attractif. Et comme je t'ai dit, c'est la porte d'entrée. Tu passes par là. C'est-à-dire que si l'espagnol par défaut, il a plus tendance à croiser par Tanger, c'est un plaisir, tu vois. Donc voilà, c'est pour ça que j'insiste. Je voulais rebondir dessus parce qu'on n'en avait pas parlé. On a parlé du stade, mais on n'a pas parlé des grandes activités majeures qui vont venir. Mais pas tout ce qu'il y a autour, tout le business. Tout à fait. C'est pas uniquement le supporter qui vient pendant un mois. Il y a tout ce qui se prépare en amont. Et effectivement, il y aura beaucoup de choses à faire. Mais je pense peut-être qu'on fera un épisode dédié vraiment sur ce côté Cannes et Coupe du Monde qui va animer, et quels sont aussi les impacts sur l'immobilier à Tanger, puis aussi pour Casa et pour Rabat. Toi aujourd'hui, s'il y avait les pièges fréquents à Tanger dans l'immobilier, alors peut-être pas tous, il y en a beaucoup, mais vraiment les pièges où aujourd'hui l'investisseur, la personne qui veut acheter, quel est le piège vraiment à éviter? Ok. Alors ta question elle est excellente. Elle est excellente parce que
Tanger, c'est à la fois c'est une ville d'opportunité, mais il faut faire les choses bien. C'est quoi faire les choses bien? Déjà, il faut comprendre déjà la mentalité du Tangérois soi-même. D'accord? Et je vais répondre à ta question, t'en fais pas, Laurence. Le Tangérois, déjà, il faut le comprendre. Et il faut le comprendre et respecter sa culture et respecter ses habitudes parce que c'est un élément qui va te favoriser lors de la négociation. D'accord? Le fait de voilà respecter les coutumes, déjà ça, c'est déjà la moitié de l'affaire qui est faite quasiment. D'accord? Donc c'était un point sur lequel je voulais insister. Ok? S'il te plaît, Laurence, tu pourrais me reprendre la dernière question que tu m'as dit. Quels sont les pièges les plus fréquents? Oui, justement, voilà. Alors, le piège le plus fréquent, c'est que on a tendance, c'est tellement beau. C'est quand on te parle de chiffres et quand, par exemple, tu vas voir un terrain, tu repères un terrain, tu repères un bien et tu vas le voir, tu vas tomber amoureux. Ça, je peux te le dire. Tu as 9 chances sur 10 que ça arrive. D'accord? Euh, on a tendance à vouloir aller vite parce qu'on pense que ça va se faire aussi rapidement que ça peut se faire à Paris, que ça peut se faire à Madrid, que ça peut se faire dans d'autres pays du monde. Mais il faut pas oublier que je t'ai dit, Tanger a connu un avant et un après. Donc, on est en train par exemple, on est en train de tout digitaliser maintenant. On était il y a quelques mois ou il y a quelques années. Quand je dis années, c'est peut-être un, deux. Encore tout ce qui est papier. D'accord? Donc, quand aujourd'hui tu veux vendre un bien, ben, il fallait chercher les titres dans l'agence urbaine. C'était pas digitalisé. Donc, tu vois? Donc, ça, c'est problématique. Donc, le piège à éviter, c'est de faire vite les choses et de le faire tout seul. Donc moi, le conseil que je te donnerais, c'est sois bien accompagné, d'accord? Sois bien accompagné, surtout si tu veux faire un investissement vers des bâtiments ou qui sont assez vieux, parce que automatiquement, parce que tout ce qui va être digitalisé ou ce qui a été digitalisé, c'est tout ce qui est surtout nouveau. Mais tout ce qui était ancien, on n'a pas encore, on est en train de faire les choses, on est en train de mettre les choses à jour. Donc voilà. Donc mon conseil, ça serait plutôt ça. Choisis, voilà, fais les choses doucement et sois bien accompagné. Si tu peux être accompagné par quelqu'un du domaine, bien évidemment, encore mieux, et voilà, et de la ville, qui connaît un petit peu les rudiments, qui connaît un peu le circuit à respecter. C'est assez intéressant parce que c'est quasiment à chaque fois le conseil qu'on me donne. Premier épisode, j'avais un notaire donc on parlait D'accord. du comment ça fonctionne le droit notarial au Maroc et en fait on s'aperçoit si on est accompagné dès le début par un notaire et qu'on le contacte en amont de l'opération et pas à la fin quand il y a des problèmes, ça se passe beaucoup mieux. Ou alors même on gagne du temps sur des projets sur lesquels il faut pas perdre de temps ou mettre un peu d'argent pour faire des études ou faire ou même verser de l'argent autre part que sur le compte séquestre du notaire parce que là l'argent là bon courage pour le retrouver si ça se passe mal. J'avais pareil avec la DG de Damanimo, donc elle plutôt agence immobilière où bah oui quand on est bien accompagné, surtout quand on n'est pas de Tanger ou de Casa ou de Rabat, bah forcément c'est comme plus compliqué, on connaît pas aussi bien la ville et puis sur ce côté un peu effet carte postale, il fait beau à Tanger, il y a la mer au loin. Ah oui, ça aussi. C'est plus facile, on est de se faire avoir et on peut faire des choses qu'on n'aurait jamais fait dans sa ville ou dans son pays d'origine. Là, on a le dernier épisode qui a été tourné, qui sera donc diffusé avant celui-là. C'est qu'un expert comptable, la fiscalité. Parce que parfois les gens oublient qu'il y a une fiscalité, c'est également au Maroc, qu'il faut déclarer, quel est l'impact de la fiscalité, ce qu'il faut parfois même mieux faire une société pour faire du Airbnb parce qu'on peut amortir et faire et récupérer la TVA. Enfin, il y a plein de petites choses techniques et donc ça c'est vraiment l'hypothèse, c'est toujours avant de se faire accompagner. Celui qui veut faire seul ou économiser 1 ou 2% sur le coût de l'opération globale, il va rencontrer des problèmes, sauf si vraiment c'est le meilleur et qu'il a de la chance. Mais d'une manière générale, dans la vie, il faut toujours se faire accompagner. Oui, bien, tout à fait. Il y a une phrase en espagnol qui dit que lo barato te resulta caro. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu cherches à économiser, ça te revient finalement plus cher. Ouais, D'accord? C'est vraiment. Donc, le conseil, comme je dis, donc, fais-toi conseiller, choisis les bonnes personnes, et voilà, n'essaye pas de trop économiser sur des petites futilités, je dirais. D'accord? Et est-ce que pour toi, c'est peut-être plus compliqué, comme j'ai l'impression que le Tangérois a une mentalité qui est un peu différente du reste des Marocains, Oui. Est-ce que c'est plus compliqué selon toi d'acheter ou de faire de l'immobilier à Tanger plutôt que Casablanca, Rabat ou Marrakech? Alors, maintenant, je vais te donner encore, c'est un avis personnel. D'accord, je suis tangérois, non, c'est pas plus difficile du tout. Pour moi, non. J'ai envie de dire, pour ça que je dis que c'est personnel. J'ai envie de dire que c'est même encore plus facile, peut-être. Non, c'est pas plus, en tout cas, plus difficile, ce n'est pas du tout.
Au contraire. Moi, je pense que à Tanger, c'est un peu plus facile, je dirais. Je te dirai pourquoi, et ça reste encore mon avis, comme je t'ai dit. C'est le fait de cette ouverture vers l'Europe, cette facilité au niveau de la communication. Il faut pas oublier qu'on parle 3 langues ici. On parle l'espagnol, le français, l'arabe. Donc ça aide justement dans le dialogue justement avec les investisseurs étrangers qui viennent. C'est pour ça que je parle de facilité. Il y a le Tangérois, je peux dire qu'il y a une certaine admiration vers l'Européen aussi, parce que cette proximité fait que, je te dis, on a grandi avec la télévision espagnole, on a vu, on s'est même identifié à des choses avec eux, tu vois. Donc c'est pour ça que je parle plutôt je dirais plutôt, c'est plus facile. Mais c'est encore plus facile, je parle dans le côté négociation, je parle après sur le côté process, ça c'est autre chose. Ça c'est la règle du pays. Donc voilà, et je dirais peut-être que même chaque ville je dirais pas qu'on travaille tous de la même manière, tu vois, mais en tout cas moi je te parle sur l'aspect humain et dans la négociation où c'est plus facile. Et sur les prochains projets urbains, tout à l'heure on disait que Tanger avait parfois le surnom de la Barcelone africaine. Ouais, ça. Il y avait eu en 92 les JO à Barcelone, et donc il y avait eu toute une requalification du front de mer. Forcément, ça a créé de la valeur immobilière. Ici, on voit qu'il y a quand même pas mal de projets en front de mer au niveau du port qui sont en train de construction. Pour toi, comment tu vois la chose? Est-ce que tu vas avoir une nouvelle zone économique résidentielle, des nouvelles opportunités, oui. ou est-ce que ça va faire peut-être un flop, ça va pas durer ou c'est quelque chose qui est là pour durer sur le très long terme? D'accord. Non, ça va durer dans le long terme. Il y a encore beaucoup de place. Alors déjà, par rapport, comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, en termes d'investissement, en ce moment, ils se font beaucoup tout ce qui est front de mer. D'accord? Donc on a des zones très demandées et très fort investissement. C'est vers la zone de Malabata. D'accord? C'est la Corniche, Malabata. Juste pour situer, quand je parle de Corniche, on est quasiment au centre-ville. Notre centre-ville est et c'est la Corniche pratiquement. Et en fait, on a la Corniche qui fait tout le long quasiment du centre-ville de Tanger, qui va jusqu'à Malabata. Et c'est la tendance d'investissement. Et aujourd'hui, il y a encore 2 nouvelles zones qui sont encore tendance, mais toujours face à la mer. C'est Nuinouish, c'est encore la continuité de Malabata. C'est-à-dire que Malabata, on la dépasse déjà. Et en fait, Nuinouish, la différence de Malabata, c'est que tu n'es pas directement en mer, mais tu es en hauteur et tu as une vue sur mer à travers d'une petite colline ou montagne. C'est la différence par rapport à Nuinouish et Malabata. Donc moi, je rajoutais Nuinouish. Et pour moi, là encore même, Nuinouish, c'est encore l'Eldorado. On est sur des prix aujourd'hui, je te donne un exemple, rien qu'un exemple, mais vraiment. Si on parle de Malabata, et je vais construire peut-être une villa, d'accord, je vais peut-être payer, je vais dire une bêtise, à peu près, on va dire 650 €, on va dire le mètre, d'accord, vers Malabata. Ok. Je vais la construire, ou plus, hein, peut-être. Hein, je donne juste un prix approximatif, ça à vérifier. Mais ce que je te dis, par contre, pour Nunuich, tu vas construire un terrain, tu vas prendre un terrain pour faire une villa à Nunuich, c'est 150 €, mais tu as une vue plus belle. C'est pour ça que je crois te dire qu'il y a encore beaucoup à faire. D'accord? C'est le nouveau Eldorado. Il n'y a pas que Nunuich. Donc ça, c'est pour donner la continuité de la Corniche, Malabata et Nunuich, c'est la suite. Ça, c'est le côté Méditerranée. Mais il y a toute la partie océan. Sur la partie océan, c'est de la folie en ce moment. Je pourrais te dire même que c'est en train d'avancer même encore plus rapidement que vers le centre-ville et la baie, la Corniche, Malabata. Là, aujourd'hui, on a on a à peu près, comment je dirais, il y a l'investissement principal qui se fait, c'est plus de l'orientation vers les villas. On assiste à beaucoup de villas et moins de résidences vers l'autre côté, vers l'océan. Par contre, vers la Méditerranée, qui est plus proche du centre-ville, on trouve moins de villas et plus des résidences, tu vois. Ouais, c'est un petit peu, donc on n'est pas sur le même type de construction. Oui, c'est plus dense côté oui. Et plus maison, villa. Exactement, on a beaucoup plus d'espace un peu sur le côté océan. Ça fait deux marchés différents. Voilà, justement. Mais c'est ce qui fait la diversité et c'est ce qui donne justement un choix à l'investisseur. C'est ce qui est important. Donc oui, donc il y a encore beaucoup de choses. Et c'est le dernier point où je dis encore pour l'investissement, c'est ce côté de bâtiment bâtisse qui est un petit peu ignoré par le Marocain. Tu vois? Pour l'instant. Pour l'instant. Mais il va revenir. Mais grâce à ton émission, ça y est, la famille le focus là. C'est fini pour eux. À tous les Français. Ah, mais je pense que je ferai sur la partie LinkedIn, Instagram, quelques photos un peu des bâtiments, parce que là, pour qu'on puisse un peu se rendre compte de la diversité, même vraiment de la beauté. Et est-ce que toi, tu as pu voir l'impact du TGV quand il est arrivé à Tanger? Est-ce que tu as senti le même impact qu'en France lorsque Lyon a eu son TGV qui a relié Paris la capitale en moins de 2 heures, Bordeaux qui a eu droit en plus à ce boom et donc à l'attractivité du hub économique, pareil pour Strasbourg qui s'est d'un coup rapproché de Paris. Est-ce que tu as senti le même effet ici, ou alors c'était un peu moins puissant, ou alors l'effet a déjà été anticipé avant même que le TGV arrive?
les entreprises ont anticipé les déménagements ou les créations de sièges sociaux? Alors, pour répéter ta question, je vais te répondre que dans un seul sens. En fait, j'ai senti un avant-après de l'OTGV par rapport à plus sur le côté professionnel, sur la création d'emplois. On a eu beaucoup plus de gens qui sont venus de différentes villes. Ça facilitait justement cette motivation de venir vers Tanger. On a eu même la première vague de gens qui sont venus sur Tanger justement pour habiter et travailler. Ils sont venus grâce à des sociétés comme Renault, qui comme tu l'as très bien dit, c'est la deuxième plus grosse plateforme mondiale de Renault. Ok. Eh ben, le TGV a permis à des Rbati, à des Kazaouis, venir travailler de la journée et repartir chez lui le soir. Donc, Tu vois? comme on a à Paris, les gens qui partent de Mais ça, c'est partent de Reims le matin et qui reviennent et pensent maintenant que le télétravail, ils peuvent le faire que 2-3 fois par semaine. tout à fait, c'est ça. Effectivement, ça crée beaucoup. Tu imagines pour le Marocain Delta, mais c'était quelque chose d'incroyable. Alors, imagine-toi, Casablanca, Tanger, c'est 2 heures en train aujourd'hui. Exactement, je l'ai fait. T'es d'accord? Et en plus, pour alors, ceux qui connaissent pas ce train et qui connaissent par contre les TGV en France, c'est exactement les mêmes rames de Alstom qui ont une couleur un peu différente, mais c'est exactement les mêmes rames, les doubles rames. Ah ouais, donc c'est on n'est pas du tout dépaysé. D'accord. C'est le même système même pour les sièges, pour la numérotation. Donc effectivement, On voit les couleurs marocaines par contre. On retrouve voit les le couleurs vert, RPA. exactement. On voit le vert. Exact. Et tous les trains pour l'instant que j'ai pris sont à l'heure. Je précise. Non, franchement, non, on a bien progressé. Je crois qu'on a vraiment, on est Vous parlez par rapport à la SNCF française. Hein. Évidemment, je ne serais pas permis de critiquer les services du Maroc. Je sais. J'aime bien rigoler, moi. Alors moi, encore plus dans ce cas-là. Moi, je te propose de faire un petit jeu. Je vais déposer des questions. Oula. Et là, il va falloir répondre uniquement oui ou non. Pas de réponse longue. Et il faut pas que je réfléchisse direct. Bon, tu réfléchis un petit peu quand même. Il faut vraiment que ça fuse. Et ensuite, on pourra revenir après le chrono. Avec plaisir. On va être un chrono de 45 secondes. J'ai une dizaine de questions. Et s'il y a des questions sur lesquelles il faut peut-être plus détailler parce que forcément, il y a des questions qui sont pas si binaires que ça. Mais bon, là, c'est le but. Parfait. Est-ce que t'es prêt? Attention, c'est parti. Ready. Top. Acheté à Tanger aujourd'hui. Je mets une position aussi ou pas? Non, pas besoin. Est-ce que t'es à l'aise? Je sais pas. Ça dépend de ta question. Est-ce qu'il faut que je bip ou... Non, il y a juste à envoyer. Allez-y. On y va. Acheter à Tanger aujourd'hui, c'est une bonne affaire. Oui. Les prix vont continuer de monter. Est-ce que je dois mimer aussi ou c'est juste la prénom? Bah, comme il y aura beaucoup en podcast audio, c'est pas forcément utile. Non, parce que là, c'est un grand oui, c'est pour ça. Et est-ce que les prix vont continuer de monter? Oui. Malabata est la future Côte d'Azur du Maroc. Ah, je préciserai. Oui ou non. Oui. On pourra revenir dessus après. On peut encore trouver un bien vu mer à moins de 150 000 euros. Oui, tu peux. Le rendement locatif dépasse 6% en moyenne. Oui. Airbnb est plus rentable qu'à Casablanca. Oui, mais à vérifier. Tanger attire plus d'étrangers que Rabat. Oui. Les Espagnols restent les premiers acheteurs étrangers. Oui. Et en plus, ça confirme ce que dit au début du podcast. Exact, yes. Tanger Med profite directement aux résidentiels. Est-ce que le port de Tanger Med a vraiment apporté bien sûr, débloqué oui, tout à fait. Après, on peut développer, je te dirai pourquoi. Mais oui, en effet. Il reste encore beaucoup de biens non titrés en centre-ville. Non. Le marché tangérois est plus spéculatif que Marrakech. Oui. Investir à Tanger est plus risqué qu'à Casablanca. Non. Tanger est plus attractive que Rabat pour un investisseur étranger. Ouais. Si vous aviez 100 000 euros aujourd'hui, est-ce que tu les mettrais à Tanger? Je mettrais 200 000, moi. Eh ben, c'est parfait. C'est bon, on a répondu à quasiment toutes les questions. Tu voulais revenir sur Malabata. J'ai senti que ça a été un... Oui, parce que c'est short. Oui, je me limiterai pas à Malabata, parce que Malabata a eu la réputation d'être tu vois, la petite côtière Marbella durant des années. Et pour moi, c'était pas encore le cas. C'est en train de devenir le cas parce qu'on a une côtière qui commence à s'élargir. C'est pour ça que j'ai envie de te parler d'un axe Corniche, Malabata, Nuinuish. Tu vois? Je préfère allonger. J'ai pas envie de parler que de Malabata. Malabata, c'est vrai, c'est le présent. Nuinuish, ça commence à être présent, mais c'est le futur, mais déjà de demain. Tu vois que je vais te dire? Donc ça veut dire pour l'investisseur, c'est un bon endroit pour acheter. C'est ce tout à fait. Oui, et il a encore de la marge pour avancer. Voilà. C'est pour ça que je voulais pas me limiter à dire Malabata, parce qu'à Malabata, si un étranger Delta vient, un investisseur, il va à Malabata, il va regarder autour de lui, il va se dire ils sont où les terrains vides, j'ai tout est construit. Mais oui, mais il faut voir la continuité de la baie. Tu vois que je veux te dire? C'est pour ça que je voulais pas qu'on s'arrête à Malabata. Eh ben on a bien fait, donc on sait maintenant où sont les bonnes affaires. Exact. Que tu as donné gratuitement comme conseil. Yes. Il faut en profiter. Tout à fait. Comme on arrive sur la fin, j'ai proposé de donner ce que j'aime bien demander à chacun des invités, c'est ton coup de gueule.
et ton coup de cœur. Alors coup de gueule, coup de cœur sur soit les pratiques immobilières, soit sur la ville en elle-même, soit sur voilà. Donc on va commencer par le négatif. C'est quoi ton coup de gueule? Qu'est-ce qui te déplaît le plus, soit dans l'immobilier ici, soit dans la mentalité, soit dans Ouais. Bon, vous avez bien vu que je regarde déjà vers le haut. Mais je connais la réponse. Je dirais peut-être un manque de rigueur, un manque peut-être de transparence un petit peu. C'est pour ça que je disais mon conseil il faut se faire bien accompagner. Ce manque de transparence, c'est pas que c'est fait exprès, bien évidemment. C'est qu'on est dans une transition. Comme je t'ai dit, on est en train de digitaliser beaucoup de choses. Donc voilà, il y a des choses qui prennent du temps, il n'y a pas tout le monde qui avance de la même manière. Donc voilà, c'est pour ça que je mets en avant ce côté de manque de transparence ou peut-être manque de rigueur plutôt, je dirais. D'accord. Alors, en plus, à titre perso, c'est pour ça que moi j'ai lancé ce podcast. Ouais. Parce que c'est un peu ce que je ressentais, c'est que c'est compliqué d'avoir des informations fiables. Souvent, on me dit tout et son contraire. Donc moi, je suis content d'avoir lancé ce podcast. Et là, les premiers retours sont quand même plutôt positifs. Oui. Où les gens, voilà, ont une info qui permet de décrypter l'immobilier marocain. Et bon, on va finir par un côté plus positif. Ton coup de cœur. Le marchand. Alors. Qu'est-ce que c'est le marchand? Alors le marchand, déjà pour commencer, c'est mon quartier. Ah, de descente. Alors, je pensais que tu allais dire que le marchand c'était le marchand de biens. Donc, alors non, justement. Alors le marchand, c'est un quartier, d'accord. C'est un quartier en fait. C'est un quartier et j'ai envie de te dire, c'est même le vrai Tanger, c'est le Tanger. C'est bon. Déjà, je viens du marché. Pardon, excuse-moi. Je viens du marchand. Je suis né au marchand. Le marchand, comme je t'ai dit, c'est mon coup de cœur parce que c'est l'une des zones les plus demandées de Tanger, de par son histoire, mais vraiment son histoire, parce que tu as 3 cultures vraiment, tu le vois dans les bâtisses, qui est le côté italien, américain et espagnol. Et voilà, on a la vue sur la mer, on est en hauteur, on a beaucoup d'espaces verts. On a une richesse de bâtiments. Donc voilà, donc je dirais plutôt le marchand pour mettre en avant. Ça serait mon coup de cœur de Tanger. Alors, ce qu'il faudrait peut-être faire, c'est l'idée me vient comme ça, mais on n'aurait pas le temps aujourd'hui ni demain. Mais quand je reviens à Tanger, peut-être de faire une sorte de vidéo type un peu vlog. Comme j'ai l'impression que tu t'es présenté comme étant un guide Tanger, alors un guide qui est pas officiel. Ouais, pas officiel, mais passionné. Mais Attention. Je pense que ça pourrait être sympa. On pourra en reparler après quand l'épisode sera terminé. Mais je pense que ça pourrait être super de faire vraiment une sorte de vlog vidéo. Ben ça serait avec grand plaisir. Où tu me présentes la ville et de voir un peu ses quartiers, parce que voilà, on parle beaucoup de la Côte d'Azur de Tanger, et les gens, je pense, ont besoin de voir aussi en images à quoi ça pourrait ressembler. Toi, allez, le mot de la fin, c'est ton conseil principal pour un Français, un MRE, un Marocain qui veut investir à Tanger. D'accord. Alors mon conseil, c'est bien sûr, viens à Tanger, passe pas à côté. Mais si tu viens à Tanger, prépare ton arrivée. D'accord, on ne vient pas en mode je viens en freestyle, tout est facile, tout est à côté. Non, tu le prépares, rentre en contact avec des gens qui sont déjà du domaine comme je te dis, ne cherche pas à économiser. C'est déjà en soi-même, tu as des belles opportunités. Donc contacte les personnes compétentes, il y a des gens qui sont là, qui ont compris justement qu'il y a quelque chose à faire. Donc contactez-nous. Et on vous aidera justement à trouver ce que vous voulez dans les bonnes conditions. C'est ce que je dirais. Et ça, c'est le Tangérois qui parle. On veut tellement que voir grandir notre vie. C'est même pas une histoire d'argent. C'est une histoire même, je dirais même de revanche. Pour le Tangérois, c'est une revanche. Pourquoi une revanche? Parce que je te dis, on est passé à côté de certaines petites choses pour côté histoire, on a été un petit peu ignoré pendant une vingtaine, trentaine d'années. D'accord, où on a vu comment les autres villes du Maroc étaient en train d'avancer vers l'avant. Ils ont le tramway, ils ont les bâtiments type Dubaï, tu vois, et on continue, on peut lister tout ça. Et nous, en fait, en 2000, c'était waouh. Tous les regards sont sur nous. Aujourd'hui, les investissements sont sur nous. Aujourd'hui, Tanger est devenu la 2e ville économique du Maroc. Tu vois, aujourd'hui, tous les industries sont orientées. Aujourd'hui, imagine-toi, à Tanger, tu vois, les investissements pas qu'au niveau de tout ce qui est habitat, mais même industriel. Donc voilà, donc on est assez fiers. Donc conseil, préparez votre arrivée et voilà, et contactez des personnes compétentes pour vous accompagner. Se faire conseiller. Oui, énormément, bien sûr, énormément. Et c'était le mot de la fin de Tayeb. Merci beaucoup pour je pense qu'on a même dépassé l'heure, mais c'était passionnant. Je pense qu'on pourrait refaire une partie 2, 3, 4, 5, 6. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'au bout de cet épisode. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner sur Spotify, Apple Podcast, ainsi que sur YouTube. C'est important pour le référencement. N'hésitez pas aussi à mettre un like, voire même à commenter. Et à très bientôt pour le prochain épisode. Merci Laurent, à très vite. Franchement, c'est génial. Merci beaucoup.
À bientôt. À bientôt. Ciao. Voilà, ce 4e épisode dédié à Tanger est déjà terminé. J'espère que vous avez aimé. Pour m'aider dans le référencement, il faut liker, commenter et s'abonner. Ça va s'afficher, je pense, ici, là, là ou là. On verra ça au montage. Abonnez-vous, aidez-moi pour continuer cette belle aventure et partagez à vos amis qui vont sûrement adorer cet épisode. À très bientôt.